Bonjour à tous et puis encore merci d'être là. Rendez-vous sur ma Pôle Auto. Thématiquement, chaque semaine, l'histoire notamment actuellement de constructeurs de voitures. La dernière fois, c'était Citroën. Allez, aujourd'hui, c'est Peugeot. Alors Peugeot, c'est une dynastie incroyable qui démarre dans les années 1800, 1810, sachant que cette époque, un nommé Fritz Peugeot va ce qu'on appelle travailler le métal sous pression. Bien sûr, ça va développer des idées formidables dans les fonderies qu'ils peuvent avoir. Cette fonderie, à un moment donné, qui vont s'arrêter, tout en ayant permis d'avoir encore des idées novatrices, notamment ce qu'on appelle les outils, et la scie qui est laminée. Laminée au niveau du métal. C'est une scie qui va avoir un renom extraordinaire, qui va même bénéficier de label, la scie Peugeot. Je fais vite, pourquoi? Parce que c'est pas le côté voiture. On a l'occasion d'en parler du côté voiture. La famille Peugeot, ce sont toute une grande famille énorme qui, à un moment donné, quand même passe à un symbole. Elle passe au symbole de l'entreprise qu'ils ont et notamment du côté de Belfort, un artiste qui va leur permettre d'organiser une sculpture, la sculpture Peugeot, d'un lion qui va être sur une lame de scie, la fameuse scie qui a eu tous les brevets. Là naît notamment l'emblème de Peugeot. Peugeot, bien sûr, à la fin du siècle, c'est aussi toute cette partie cycle. Alors, on a vu que durant la période du 19e siècle, Peugeot, notamment, c'est la scie, c'est les outils. Peugeot, ce seront aussi, et bien sûr, les arts de la table ou les arts de la cuisine. Le fameux moulin à café qu'on tournait là, à moudre le grain. Ensuite, bien sûr, mais plus tard, et vers la fin du 19e siècle, deuxième partie du 19e siècle, il va y avoir ce qu'on appelle notamment les cycles. Le fameux bi. Alors le bi, c'est quoi? Le bi, c'est une petite roue qui est à l'arrière, une grosse roue qui est à l'avant, et celui qui pilote ou celle qui pilote, elle est tout en haut perchée sur une selle. Vous imaginez que pour descendre du bi, c'est pas évident. Régulièrement, le bi a quand même du succès, hein. C'est vraiment un succès de l'époque. Et ensuite, à un moment donné, on va aller vers les cycles, vers les bicycles, les bicyclettes, comme on dit, et en même temps, vers les quadricycles. Et là, Peugeot tire son épingle du jeu, parce que Peugeot est quand même synonyme de qualité. Qualité, pourquoi? Parce que ils arrivent à dorloter leur personnel. Dorloter peut être un grand terme. En tout cas, ils leur donnent des privilèges, hein, des facilités. Peut-être pas de terme, pas privilèges, facilité plutôt. Facilité pour avoir une maison pas trop chère, qui certains l'auront certainement gentiment. Il y a ce qu'on appelle le service médico-social qui se développe. Tout un ensemble de patronage qui va permettre à ces gens qui travaillent chez Peugeot d'être bien, en tout cas d'avoir une vie qui leur permet de faire du bon travail et d'avoir un bon rendement de qualité. Et Peugeot est déterminé par ça et reconnu par ça. La qualité de ce qu'il faisait. On arrive bien sûr au tournant du 19e siècle, le début du 20e siècle, les années 1900, 1910. Mais 1910, c'est déjà les moteurs thermiques qui ont été développés sur les quadricycles Peugeot, comme on fait beaucoup de marques aux alentours. Et bien ces moteurs thermiques sont toujours dans la qualité, les petits moteurs thermiques, installés notamment sur les quadricycles. On est toujours dans cet esprit notamment d'innovation technologique mis dans des éléments qui sont déjà existants. Le quadricycle, ou alors le véhicule côté calèche. C'était ni plus ni moins que les anciennes calèches avec chevaux, et là c'est sans les chevaux. Et c'est vrai que Peugeot va avancer jusqu'à cette Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale qui va leur faire voir la possibilité de développer des armes au profit de la guerre, au profit de la France. La dynamique Peugeot continue, financièrement aussi. Ça leur permet d'atteindre l'entre-deux-guerres. Alors, on ne le sait pas à l'époque, à la fin de la Première Guerre mondiale, on ne sait pas qu'il y aura une deuxième guerre. Hein. Donc, à la fin de la Première Guerre mondiale, ça leur permet bien sûr de développer des véhicules. Puisque la marque va naître du côté de Montbéliard, la plaine de l'Alan, à côté de Sochaux. Et c'est une marque Peugeot qui va développer des véhicules d'une très grande fiabilité à l'instar de Citroën. Ça va être en même temps des véhicules qui sont très élégants et qui vont surtout rapporter énormément d'argent à Peugeot. La 201 notamment, il paraît que ce véhicule aurait rapporté de 25 à 30% de marge bénéficiaire à Peugeot. La fin des années 30 n'a pas un gros impact par rapport aux véhicules qu'ils peuvent produire. Je dis pas un gros impact sur la fin des années 30, c'est le crash boursier. Hein. À un moment donné,
Eh bien, on arrive petit à petit de la 201 vers la 202. On est toujours dans cette filation sérieuse des véhicules, le côté sérieux qualité. La 402 qui va apparaître. Et tout ça va permettre justement d'avoir la confirmation de véhicules de grande qualité chez Peugeot. La Seconde Guerre mondiale démarre. Et là, c'est un peu le couac. Non pas que Peugeot l'évolue, évidemment, mais le couac parce qu'il y a les Allemands qui sont en France, évidemment, et qui veulent imposer à Peugeot et leurs usines des créations de missiles V1. Celui qui est à l'instar de la commande, c'est notamment Ferdinand Porsche. Vous savez, le Porsche, là, qu'on reconnaît au niveau des véhicules aujourd'hui. Eh bien, il faut reconnaître, alors il faut dire, c'est même pas reconnaître, un vrai salopard, le gars. Parce que Peugeot, les frères Peugeot, la famille Peugeot ne veut pas satisfaire aux demandes de Porsche et des Allemands, de Ferdinand Porsche et des Allemands, ils sont dirigés vers les camps. Ils sont à un moment donné, même dans leur chair, amputés d'un frère qui va mourir à cet endroit. Et en même temps, Peugeot a quand même pu revenir et surtout a pu refuser ce que demandaient les Allemands. Aucun missile V1 ne sera construit dans les usines Peugeot. La fin de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, Peugeot va voir toutes ces usines détruites, évidemment, du côté de Montbéliard, évidemment, Sochaux. Mais le sérieux, la garantie de qualité, certainement la longévité. Peugeot a bâti un socle sérieux, important, depuis des décennies. Tout cette aura autour de Peugeot va quand même permettre à cette marque, à cette famille, d'emprunter, d'avoir les prêts nécessaires à la relance. Et la relance, elle est géniale. C'est notamment la 203. Alors la 203, c'est un peu le style voiture américaine qu'on voyait aux États-Unis. Mais ils l'ont tous fait à l'époque. Hein. Renault l'a fait aussi. Beaucoup de marques ont fait ça à l'époque. Parce que les Américains étaient en France, jusque dans les années 60, étaient bien installés en France, notamment par les bases militaires. Hein. Bien sûr, à un moment donné, après la 403, la 203, il y aura eu la 403. La 204 qui va apparaître. Pour la petite anecdote, la 204, c'est son moteur, a servi notamment à faire courir un véhicule au 24 heures du Mans en 1966. Aluminium très léger, ça permettait d'avoir un véhicule qui soit assez compétitif, voire compétitif dans sa catégorie. Ensuite, bien sûr, viendront 404, les ateliers Pininfarina qui vont s'en occuper. Il y aura bien sûr la 504. Donc, on voit un tas d'éléments. 203, 403, 204, 404, 504. Et ces véhicules sont toujours garantis de sérieux et de fiabilité. Ce sont des véhicules sur lesquels on peut coter. La 504, notamment, était considérée comme une increvable. Le véhicule pour l'Afrique. Et on va le comprendre parce que Peugeot, c'est aussi un grand dossier, un dossier très important au sujet de la course automobile. On aura l'occasion d'en reparler. Peugeot, ça continue bien sûr, on en arrive dans la fin des années 60, début 70. Et là, ça va être le rachat de Citroën par Peugeot. Alors Citroën, rapidement, Citroën a été racheté par Michelin en 1935. Les années après-guerre, c'est la 2 chevaux qui a beaucoup de succès, le côté petite voiture pas très cher, le côté rural, qui en même temps aura développé la DS, 1955, la voiture futuriste, révolutionnaire, et qui en même temps, à la fin des années 60, développe l'ASM et le moteur Wankel. Alors l'ASM, mitigé, hein, ça n'a pas été terrible. Beaucoup de soucis au départ, très peu d'implantation aux États-Unis, on l'a pas voulu là-bas. En tout cas, on l'a très peu voulu, elle a été vite rejetée. Le moteur Wankel, le moteur rotatif, on n'oublie pas, il y a un moteur rotatif qui soi-disant marcherait bien au fil des décennies si on accorde du temps. En attendant, sur le moment, il n'y a que les problèmes, hein. Ça n'allait pas bien, ça fonctionnait pas. Pas comme ça avait fonctionné, ça bouffait de l'huile, enfin c'était infernal. GS notamment, la GS de Citroën en a pâti. Et imaginez-vous que Citroën voulait mettre le moteur Wankel sur des hélicoptères. Vous imaginez? En bas, ça tombe en panne sur terre. En l'air, vous croyez qu'il y en a beaucoup qui vont y aller? Ça m'étonnerait. Et donc, 1974,
Alors, il y en a qui disent 1975, il y en a qui disent 1976. J'ai entendu parler, moi aussi, de 1973, à vérifier dans les données, parce que la prétention n'est pas être exhaustif, c'est vous donner envie de vous intéresser encore plus. Donc, à cette période, mais Peugeot va racheter à Michelin Citroën, Michelin lequel doit être bien content de s'en débarrasser. Peugeot, à un moment donné, va continuer son envolée, la 104, qui plaît assez relativement, mais qui plaît quand même, qui va donner naissance à autre chose dans le temps. On va avoir l'occasion d'en reparler. Peugeot va racheter en 78 Chrysler, parce que la fin des années 70, début 80, c'était la période à laquelle on voulait s'investir aux États-Unis. Trouver des boîtes, des entreprises, des marques dans lesquelles on pouvait s'investir et créer là-bas. Et beaucoup de marques ont voulu faire la même chose, que ce soit Citroën avant, Renault ou Peugeot. Citroën entrepreneur qui va acheter Maserati, il a fallu s'en délaisser le Maserati. Hein. Donc à partir de ça, à un moment donné, 1978, c'est le rachat de Chrysler, mais qui commence un peu à faire vaciller financièrement Peugeot. Hein. Alors on dit qu'il était au bord de la faillite. On le dit. Après, je sais pas, parce que Peugeot, ça faisait quand même déjà à l'époque plus de 200 ans qu'ils étaient en activité. Hein. Donc je pense que ça a dû un peu turbiner dans les patrimoines et compagnie. Mais on dit qu'il était au bord de la faillite. Et c'est à la fin des années 80, par un nommé Gérard Godefroy, dans les ateliers de Peugeot, sous l'égide de Gérard Walter, qui va développer la 205, qui va être la révolution chez Peugeot. Des centaines de milliers d'exemplaires, des millions d'exemplaires, ça va permettre à Peugeot de continuer à développer sa firme. La 205 va arriver au bon moment, financièrement va sérieusement requinquer, donner du profit à Peugeot, et on va continuer comme ça, tranquillement, au fil des décennies. Voilà, je vous souhaite aujourd'hui d'avoir passé un très bon moment. Vous avez compris que c'est une partie non exhaustive qu'on vous propose concernant Peugeot. Il y aura bien sûr d'autres parties, parce que l'histoire Peugeot n'est pas terminée. Merci encore, je vous souhaite de très bons moments à venir, et abonnez-vous. À bientôt.